Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée à vos territoires, à vos villes, tout simplement à vos artistes près de chez vous cette semaine. Nous sommes à Reims, tout de suite le sommaire de cette émission. Du Japon à la Chine en passant par Reims où il vit aujourd'hui et où il est originaire, Jean-David Morvan nous parle de ses 20 premières années dans le monde de la bande dessinée. C'est l'incontournable de ce Culture T. Philippe Mille, meilleur ouvrier de France, chef doublement étoilé du domaine des Crayères, ici à Reims, il nous a ouvert les portes de sa cuisine. Jackie Berroyer, un nom, une gueule reconnaissable entre toutes, c'est évidemment l'une des belles et grandes figures du cinéma, aussi de la télévision française. Il nous a accueillis chez lui avec Simon Barbary, notre journaliste. Il nous parle de ses très nombreux projets pour cette année 2013. Sans plus attendre, c'est l'édito de cette émission Culture T. Il est signé par un nom très célèbre ici à Reims, Pierre-Emmanuel Tétinger. Un édito évidemment tout en bulle et sans modération. Le champagne, pour moi, c'est avant tout un symbole de fête, d'élégance, de bonheur, de luxe accessible en France et dans le monde. C'est aussi un produit qui représente merveilleusement les valeurs de la France et qui a une réputation mondiale aujourd'hui. Je n'oublie pas que dans ces crayères gallo-romaines, les moines, depuis presque 1000 ans, ont d'abord élevé des vins tranquilles, puis des vins mousseux appelés champagne, il y a 350 ans, et que ces moines ont toujours été des modèles de joie de vivre, de rayonnement, d'équilibre. Ils ont inspiré nos cathédrales, l'Ange au sourire de Reims, donc une région qui a été marquée par des très grandes guerres et en même temps qui produit le vin du bonheur. C'est tout le paradoxe divin de notre région. C'est un produit artistique. D'abord, il est limité en production, l'aire d'appellation est très petite. Deuxièmement, il faut avoir une vraie vision artistique pour produire ces petites bulles de la meilleure façon qu'il soit. Et nous nous considérons, peut-être de façon immodeste, comme des artistes. Nous signons chaque bouteille de notre nom. Donc oui, il y a un tempérament artistique. Artistique pour faire le vin, pour le goûter, le déguster, les assemblages, et puis aussi pour habiller les bouteilles, la qualité de nos flacons, de nos étiquettes, de nos étuis, des produits publicitaires autour. Oui, tout ça nécessite incontestablement du goût, un sens de l'art, et puis quand on a envie de s'amuser, on habille quelques bouteilles avec des coques dessinées par des grands artistes contemporains, une façon de rappeler là encore qu'on est proche du monde de la culture et de l'art. C'est évident que notre entreprise familiale n'aura jamais la taille d'un grand groupe de médias ou d'internet ou d'informatique ou de production industrielle. Nous restons une étoile lumineuse et pétillante dans l'univers économique. Mais si cette étoile procure du bonheur, de la réconciliation entre les gens et de la tempérance et quelque part un peu de détachement vis-à-vis des choses colériques de ce monde, c'est formidable. Vous le savez, le socle scénaristique de Culture T, ce que j'apprécie avant tout, c'est d'être le plus hétéroclite possible. On va quitter les bulles de champagne de la maison Tétinger. Direction maintenant les bulles du 9e art avec une très belle rencontre. Jean-David Morvan, l'un des scénaristes les plus appréciés de sa génération. Nous sommes allés dans son atelier. Salut Jean-David. Bonjour. Bienvenue dans Culture T. On est ici à Reims. Tout à fait. Tu es toi-même originaire de Reims. Ouais. Depuis longtemps? Ta famille est là depuis longtemps? Je dirais oui et non, ce qui est une réponse pas très intéressante, mais oui, en gros, la famille de ma mère est de là et la famille de mon père est de Bretagne, c'est pour ça que je m'appelle Morvan comme la moitié des Bretons. Exactement. Mais je suis quand même de Reims. D'accord. Tu as fait toute ton enfance à Reims? Non, je suis allé dans une autre ville noble, c'est Versailles. Oui. Alors, ici, c'est la ville des Sacres et l'autre, c'était la ville du roi. Exactement. Et donc, j'ai passé 9 ans là-bas et après, je suis revenu à Reims
Avant de me rendre compte que Tokyo, c'était pas mal non plus. Mais il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte. Puis je suis allé à Bruxelles faire mes études de bande dessinée. Tu as fait tes études, hein, Ouais. exactement. Le plus lointain souvenir pour toi lié à la bande dessinée, ça peut être quoi? C'est à Reims, hein, c'est un pote à moi qui m'a offert un album de Valérian, qui était Métro Châtelet direction Cassiopée, qui est quelque part dans cette collection-là. Là. Et en fait, j'ai voulu acheter la suite et j'ai découvert qu'il y avait un magasin de bande dessinée à Reims qui s'appelait BD Bulle, et donc là, qui était le magasin de la femme de Benoît Socal, qui lui est rémois, est belge mais habite ici. Et donc voilà, j'ai découvert la bande dessinée des années 80, tout le Métal Hurlant, etc., grâce Les Innommables, grâce à ce magasin-là. Alors avant, je lisais des comics comme Strange et tout ça chez mon libraire, enfin dans ma maison de la presse qui était pas loin, où je vais toujours aussi, mais c'est plus les mêmes gens. Donc ouais, ici, c'est lié à la BD pour moi. Alors, Monsieur Jean-David Morvan a fêté ses 20 ans de carrière, de premier album. Ouais, en mars. Ça va? Ça va, ça m'a fait bizarre. Ouais. Ouais, je le savais confusément que ça faisait 20 ans, mais j'avais du mal à m'en rendre compte, mais là c'était sûr, ouais. Qu'est-ce que tu gardes de ces 20 premières années dans le monde de la BD? Je sais pas, c'est difficile. En fait, comme je regarde pas trop en arrière, je me rends pas bien compte, je relis pas mes albums et tout ça, mais ce que j'en garderai le plus, c'est que j'ai arrêté plein de trucs pour faire de la bande dessinée. Par exemple le ski, parce qu'un jour, quand j'écrivais le deuxième Reflet perdu, qui n'est jamais sorti d'ailleurs, j'étais au sport d'hiver avec mon père et j'ai commencé à me dire que je serais mieux à l'appartement à écrire l'album qu'à faire du ski. Donc il y a plein de trucs comme ça qui ont disparu en faisant de la bande dessinée, mais ça m'a aussi ouvert quelque chose que j'attendais pas du tout, c'est-à-dire comme j'étais scénariste, je pensais que j'allais rester derrière mon bureau tout le temps. Eh ben pas du tout. Et en fait, grâce aussi à Internet, ça m'a permis d'aller voir des gens dans le monde entier, etc. Donc ça m'a aussi ouvert le voyage et donc la photo. Et donc maintenant, mon hobby c'était la photo, parce qu'avant mon hobby c'était la BD et mon métier c'était la BD, donc ça tournait un peu en rond. Donc ça ouvre un peu les choses. Donc finalement, c'est la BD qui m'a ouvert à plein de choses, mais c'est aussi la BD qui m'a appris l'histoire, parce qu'en lisant Les 7 vies de l'épervier, par exemple, j'ai creusé l'histoire des rois, de Louis XIII, etc. Donc moi, ça m'a apporté beaucoup de choses, quoi, de lire des bandes dessinées. Ça m'a donné envie de creuser plein de choses et c'était bien. Le métier que tu fais aujourd'hui, ou la passion, je sais pas, comment tu considères toi ta relation avec la BD, c'est vraiment différent d'il y a 20 ans? Ouais, il y a eu plein de phases vraiment différentes. Il y a eu la phase de l'atelier 510 qu'on a créé avec Philippe Bûcher, Sylvain, puis après nous ont rejoint Christian Leroll, les coloristes et tout ça. Mais ça c'était différent, là j'avais besoin d'être avec des potes, puis d'un coup ça m'est passé, j'ai eu envie de voyager, etc. Donc tout est quand même assez compartimenté, bizarrement. C'est vraiment des phases différentes. Il y a eu la phase aussi avant Nomade, il y a eu la phase après Sillage, donc tout ça est assez différent. Il y a eu la phase Tokyo, quand on a eu notre atelier à Tokyo. Mais en fait ce qui est amusant, je trouve, c'est de se rendre compte que quand je regarde vers l'arrière, c'est-à-dire j'ai l'impression que donc à rebours, j'ai l'impression que tout est logique. La manière dont tout ça s'est enchaîné est logique pour me faire arriver à avoir fait ce métier. Et en fait, tout est une question de chance, en vérité. Donc c'est vraiment des choses qui se sont coordonnées bizarrement. Voilà. Mais bon, ça c'est rigolo de voir que c'est aussi un scénario, finalement, de faire de la bande dessinée. Tu évoquais Sillage, qui, dans l'univers de la BD de ces 20 dernières années, est un énorme best-seller. Est-ce que ça t'a un peu bloqué par moment, ou justement ça t'a ouvert et t'a permis de faire plein de choses totalement différentes? Ouais, non, c'est ça. C'est-à-dire que moi, sans Sillage... j'aurais pas pu voyager comme ça ni tout ça, donc Sillage ça m'ouvre beaucoup d'opportunités et c'est plutôt bien. Il faut de toute façon pour continuer dans ce métier avoir au moins une série on va dire pérenne et qui fonctionne, donc non, pour moi Sillage c'est parfait, on continue encore. Moi j'avais écrit le 16, Philippe est en train de le dessiner, donc non, c'est bien, mais même à travers Sillage on voit la différence de parcours, parce que c'est vrai qu'au début on bossait avec Philippe à l'atelier, donc on était l'un en face de l'autre. Après il est parti à Tokyo, habité pour toujours, enfin pas pour toujours, mais disons de manière permanente. Et moi je faisais des allers-retours, donc il a fallu changer la manière de travailler. Maintenant il est à Reims, donc on a encore une manière de travailler un peu différente. Donc tout ça c'est bien, c'est en évolution permanente. Puis le marché de la BD est aussi en évolution permanente, donc il faut toujours s'adapter à des nouvelles choses. Ce qui est étonnant lorsqu'on voit ta bibliographie, je ne sais pas si on peut l'adapter BDographie en tout cas, c'est que on parlait de Sillage, c'est vraiment de la SF pure et dure. Mais à côté de ça, tu as fait parfois des bandes dessinées
j'allais dire au sens noble du terme, mais plus confiné. Par exemple, l'ouvrage avec Taniguchi, qui est un ouvrage assez dur sur avoir une famille et le handicap et tout ça. Pour toi, c'était normal de tout aborder dans la bande dessinée? Ouais, pour moi, c'est assez rare ça, parce que sinon, si c'est pour faire autant la même chose, autant faire un autre boulot. Mais ça arrive chez les auteurs? Oui, ça arrive, je ne les juge pas, mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir plein de choses, écrire un jour des pages tristes sur un projet, le lendemain des pages rigolotes. C'est ça qui me fait palpiter. C'est pour ça que je pense qu'en tant que dessinateur, j'étais pas bien, parce que il aurait fallu que je change trop vite d'univers, et finalement, ça me colle mieux scénariste. Comment tu arrives à t'organiser avec toutes ces séries, justement, tous ces projets différents? Est-ce qu'il y a un agenda, Jean-David Morvan? Non, justement, j'arrive pas à m'organiser. Juste avant qu'on commence de filmer, j'ai un pote qui s'appelle Alexandre Nemo qui me dit: ça fait 10 jours que j'ai pas de page et j'en attends, donc il m'engueule, et il a raison, en fait, il a tout à fait raison. Donc je lui ai répondu: désolé, t'as raison, c'est vrai, donc dès que vous serez parti, je vais commencer à lui faire des pages. Voilà mon agenda, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, en général, je sais à peu près où j'en suis. J'ai aussi changé ma technique d'écriture, parce que en fait, maintenant, j'ai écrit plein d'albums en avance, donc j'ai plein d'albums qui sont faits. Et du coup, on voit bien que les dessinateurs sont en retard. Donc, alors que quand c'est ça se voit moins. Et donc, bon, ça c'était une blague, mais c'est vrai que maintenant j'écris plus mes albums en avance, parce que comme je sais pas des fois où je serai le mois d'après, s'ils sont faits, je suis tranquille, et ils sont faits, donc c'est plus clair. D'accord. Bon, Jean-David, merci à toi de nous avoir accueillis dans ton antre, ici. On il a fallu ranger un peu. On est un peu rangé, mais c'est normal. On va quitter la bande dessinée, on va aller toucher un peu de la gastronomie française. C'est vrai que Reims, c'est une ville où excelle la gastronomie. On va aller rencontrer un meilleur ouvrier de France quand même. Ça n'existe pas encore en bande dessinée. Ce serait pas mal, le meilleur ouvrier de France BD. Puis avec des compagnons du devoir de la BD. Exactement. Bien. En tout cas, Philippe Mille, meilleur ouvrier de France, 2 étoiles Michelin. On est allé à sa rencontre au domaine des Crayères. Philippe Mille, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu de perdition gastronomique, on va dire. C'est vraiment ici qu'au jour le jour, vous créez avec toute votre équipe. Qu'est-ce qui reste de l'apprenti de la Sarthe et du Mans aujourd'hui? L'apprenti de la Sarthe, il a grandi. Il a grandi avec plusieurs chefs, plusieurs philosophies de cuisine. Et puis surtout aujourd'hui dans une maison exceptionnelle qui est les Crayères, avec un parc de 7 hectares, avec 2 restaurants, avec une grande équipe en cuisine, on est une trentaine. Donc voilà, un gros management. Et puis la création autour des produits de la région bien sûr. On a énormément de produits, on a le champagne, mais on a aussi des petits producteurs qui nous font aussi des asperges, du safran. On retrouve aussi beaucoup de champignons dans la région, beaucoup de forêts. Et voilà, donc on peut s'amuser avec une vraie palette de produits gastronomiques. Alors ici, il faut concilier à la fois l'historique du domaine des Crayères, qui est un domaine d'exception pour l'hôtellerie, mais aussi ce restaurant aujourd'hui doublement étoilé et qui a vu des prédécesseurs aussi d'exception passer ici. Voilà, la maison a 30 ans aujourd'hui. 30 ans, c'est vrai qu'il y a d'autres chefs avant. Il y a eu M. Boyer qui a eu 3 étoiles pendant 20 ans. Après, il y a eu d'autres chefs qui se sont succédés. Et puis voilà, depuis 3 ans, je suis ici. On est 2 étoiles depuis l'année dernière. Et puis, on veut perdurer cette gastronomie française dans ce lieu d'exception. Et on va inviter plusieurs chefs cette année à fêter justement cet anniversaire des chefs 3 étoiles. Les plus grands chefs de cette gastronomie française. On va travailler avec M. Klein qui est en Moselle, on va travailler avec M. Troisgros, Anne-Sophie Pic, la femme 3 étoiles française, M. Goujon, M. Passeda, M. Marcon, qui est vraiment à la recherche des champignons. Voilà, tous ces chefs vont venir cette année pour fêter avec nous cette maison exceptionnelle, pour fêter ces 30 ans de vie et de plaisir pour le client. Lorsque vous arrivez ici, il faut repartir de zéro. La carte, le menu est blanc, il faut tout réécrire, tout réinventer. Tout réécrire, tout réinventer, tout recréer, mais avec des équipes aussi nouvelles. Voilà, une équipe nouvelle de jeunes, passionnés, motivés, comme moi,
Et puis on a envie de grandir et on commence à écrire les premières phrases, les premiers plats arrivent, les premières dégustations de clients, et puis on continue, puis on crée au fur et à mesure. Et puis on se retrouve comme ça avec peut-être une centaine de plats déjà de créés depuis 2-3 ans. Et puis on évoluera, et puis on évoluera aussi avec les produits des producteurs qui nous donnent au fur et à mesure. Et puis avec les idées aussi des équipes, il faut inclure les équipes dedans, que ce soit en cuisine, mais ça soit aussi la salle. La salle avec le retour du client, mais la sommellerie aussi, qui apporte les accords avec les champagnes. Voilà, c'est tout un monde gastronomique qui va travailler pour des clients et faire plaisir aux clients surtout. Alors, qu'est-ce qui vous guide, vous, au quotidien dans la création? Alors, je sais que vous êtes passé dans votre cursus par tous les domaines, même la pâtisserie, mais est-ce que vous avez peut-être une préférence pour un produit, pour les végétaux, pour la viande, pour la pâtisserie? Allez, dites-nous un peu. Ce que j'adore, c'est cuisiner les pièces entières. Un poisson qui va être un gros dos turbo, qui va être pris dans une épaisseur de 6-7 kg, qui va être cuisiné comme ça pendant peut-être une demi-heure au beurre, tout doucement au four, on va l'arroser, on va le nourrir, ni plus ni moins, puis on va l'emmener en salle. Et là, il va y avoir le travail du serveur. On commence à le lever pour plusieurs personnes. Il va être juteux à l'intérieur, moelleux, mais il va être cuit sur l'arête, il va avoir un goût différent. Mais pareil pour une volaille, pareil pour un coffre de cochon ou un carré de veau cuit entier. Voilà, il va cuire pendant 1h30 au four, tout doucement, pareil. Voilà. On dit vulgairement, on fait l'amour au produit parce qu'on veut que ça dure longtemps et puis voilà, on arrose, puis on envoie en salle. Les clients n'ont plus l'habitude de voir justement ces grosses pièces entières et découpées par un serveur. C'est pas juste des porteurs d'assiettes vulgairement aussi, c'est vraiment un gros travail qui va être fait au sein. Meilleur ouvrier de France, ça fait rêver tout le monde. Mais j'ai vu dans vos cuisines, c'est une cuisine un petit peu internationale. Il y a des cuisiniers qui viennent un petit peu de partout. C'est une nécessité d'être à la fois français mais ouvert sur le monde. C'est une nécessité, c'est l'ouverture de cuisiniers aujourd'hui différente de celle d'il y a quelques années. On invite les autres, les étrangers à venir chez nous, des Japonais, des Hollandais, des Allemands, des Italiens, voir un peu. Ils vont nous apporter aussi leurs connaissances et puis nous on va leur donner les connaissances et la cuisine va évoluer, mais évoluer ensemble. C'est pas juste le pays français ou le Japon qui vont évoluer chacun. Non, c'est tout le monde va évoluer ensemble pour créer encore des extases, des goûts différents pour le client, pour faire découvrir le client. Et je trouve ça intéressant. Il y a des techniques nouvelles que certains pays vont nous amener. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais par contre, ça fait évoluer le monde. Et voilà, moi c'est important. On va utiliser quelques produits japonais, des pâtes aussi, connaissances un peu italiennes. On va utiliser des épices du Maroc, des choses comme ça. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'évolution de cette cuisine contemporaine qu'on a de tous les jours maintenant. Vous avez travaillé avec des 3 étoiles. Lorsqu'on devient 2 étoiles, est-ce qu'on forcément on a encore plus d'étoiles dans la tête? Est-ce qu'on cherche la voie lactée? On se dit, bon, voilà, ma destinée c'est d'être comme eux, comme ceux avec qui j'ai appris le métier. Alors, la destinée des 3 étoiles, bien sûr, tout le monde a envie. Par contre, il ne faut pas oublier l'essentiel, c'est le client, le plaisir du client. Voilà, nous ce qu'on veut faire, c'est vraiment cuisiner, se faire plaisir, mais faire plaisir aux clients. Et puis après, arrivera ce qui, j'espère, arrivera un jour. Mais voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est vraiment la base de notre métier, la restauration. Voilà, il faut que le client puisse être content quand il voit l'assiette, quand il goûte, il salive, voilà, il veut encore, limite avec le doigt, il veut goûter au fond de l'assiette pour vraiment ne pas louper une goutte. Mais c'est ça, notre métier, c'est faire plaisir en premier. On sent que ça pétille dans vos yeux, dans vos paroles, comme le champagne finalement ici. Tout pétille, la jeunesse, le service, la sommellerie. Mais voilà, c'est le plaisir d'une maison, de travailler pour une maison dans une belle région aussi, comme la Champagne en plein cœur de Reims. Voilà, rien à dire de plus. Chef, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Ici, on vous retrouve donc au domaine des crayères. On va changer complètement d'univers, quoique c'est un domaine artistique aussi par excellence. Le cinéma, la télévision, son visage, vous le connaissez forcément. Jackie Berroyer est rémois. Il nous parle de Reims, de sa carrière, de ses très nombreux projets pour cette année 2013. A tout de suite pour ses nouvelles aventures cinématographiques. All set? Let's go. Je pense que c'est une sorte de multicasquette, sinon médiocre, moyen, quoi. Même si un jour à Knokke-le-Zout, je reviens comme je... Modeste, Jackie Berroyer, modeste.
Un touche-à-tout, oui, mais loin d'être médiocre. Scénariste, auteur, compositeur, chroniqueur à la télévision, à la radio et surtout acteur, depuis plus d'une vingtaine d'années, il éclabousse de son talent le paysage culturel français. Et à bientôt 67 ans, son œil pétille toujours, comme la célèbre boisson de la ville qu'il a vu naître. Le champagne, c'est pas rien à Reims. D'ailleurs, on voit beaucoup au comptoir des gens qui boivent une coupe, comme l'autre d'à côté boit un Ricard ou un Martini. Et dans les fêtes de village, dans ce qu'on appelle la montagne de Reims, le champagne a été, les soirs de bal, comme ça, au même prix que les bières sur les tables des buvettes. Alors c'était drôle de boire dans des verres en pyrex, sur des tables, dans les buvettes, comme ça, du champagne, pour pas cher du tout. Si ses parents désiraient pour lui une carrière dans la fonction publique, c'est sa passion pour la musique qui le conduit finalement vers les médias. Il commence chroniqueur rock pour Harakiri et Charlie Hebdo et devient alors un très proche du professeur Choron. J'ai rencontré par hasard des gens qui avaient un petit journal qui était un peu cousin d'Harakiri. Et alors ces gens sont venus chez moi et à l'époque j'avais déjà beaucoup de musique comme ça, c'était omniprésent, les disques, les instruments et tout ça. Et donc ils m'ont dit, dis donc, t'as l'air de t'y connaître, je devrais nous faire une chronique. Et là, j'ai dit, mais je connais un peu tout ça, mais j'ai jamais rien écrit. Bah vas-y, essaie. Voilà, puis après ça ne s'est plus arrêté. Et Jackie, comment tu as fait pour être aussi beau? Écoute, j'ai quand même donné pas mal d'argent à des gens qui s'arrangent pour ça. Là où je suis un peu plus rattaché à Choron, en particulier dans cette équipe, c'était qu'il y avait un groupe humoristique, Odeur. Et Odeur avait eu un succès avec une chanson, et puis il avait fait un album. Tous les gars qui avaient fait le disque, ils sont venus faire une photo sur une double page, une photo comique, ils sont venus poser pour ça. Et Choron venait de s'écrire des chansons, mais il n'avait aucun rapport avec la musique. En fait, il les avait écrites comme ça, puis il martelait sur la table du poing en chantant ces chansons. Et les mecs lui ont dit, bah, écoute, nous on fait l'Olympia dans 4 mois, 5 mois, là. Et si tu veux, on te prend en première partie, si tu es prêt à ce moment-là. Du coup, comme moi j'avais un lien avec la musique et qu'il le savait, il s'est tourné vers moi, puis d'un seul coup, j'étais chargé un peu de former un orchestre. Et on a fini par se retrouver comme ça, à jouer à l'Olympia pendant une dizaine de soirs. C'était assez fou. De cette période libertaire, Jackie Berroyer en retire un goût pour l'écriture, des petits sketchs d'abord, et puis le grand écran, avec des scénarios pour Patrick Bouchité, Jean-François Stévenin ou encore Cédric Clapiche. Quand j'ai commencé à écrire dans ces journaux, j'ai déployé un peu de fantaisie qui a été remarquée. Et comme elle a été remarquée, des gens venaient quand on faisait le bouclage le mardi. Donc de temps en temps, il y a des gens qui me disaient, tiens, tu devrais écrire des sketchs pour machin, tiens, tu veux pas écrire des dialogues de cinéma, de comédie, tout ça. Moi, chaque fois, je disais, ouais, pourquoi pas. Puis après, bon, il y avait un suivi ou pas, mais ça a fini par se faire quand même, quoi. Avec plus de 50 films à son actif, sans compter ses rôles à la télévision, Jackie Berroyer n'aime pas se voir à l'écran. Sitôt joué, sitôt oublié. Une pudeur qui le pousse à rester en retrait vis-à-vis des réalisateurs. Ne descendez pas jusqu'au village. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens comme vous et moi. Ce ne sont pas des artistes. Ça me plaît de jouer au cinéma, mais enfin, en même temps, je ne suis pas un acteur très fort pour faire des compositions, justement. Je fais plutôt partie de ces gens qui se jouent eux-mêmes. Alors, les plus prestigieux sont des gens comme Jean Gabin, qui soit clochard au président de la République, c'est un peu toujours la même musique. Mais moi, je ne suis jamais allé faire l'art-tape, essayer de séduire, de plaire pour qu'on en pense à moi. Parce que des fois, il suffit de ça, hein. Je vois par exemple si je prends des Pléchins, il y a une époque, les trois fois où on s'est rencontrés sur 1 an, à chaque fois il m'a dit la même chose, il m'a dit oh, vous étiez formidable dans machin, je vous ai admiré, tout ça, je ne sais plus quel film. Et je me disais, bah tiens, s'il m'apprécie, il peut me donner un rôle, j'aime bien un peu les atmosphères de ces films et tout. Mais il ne pense pas, je suppose. Alors peut-être que si j'allais sonner sa cloche, il dirait, ah bah tiens, au fond, oui, il pourrait faire grand-père dans machin. Bon, enfin, moi je ne veux pas faire ça.
En 2013, une dizaine de films sont à l'affiche avec Jackie Berroyer. Souvent des petits rôles, en marge, avec un style inclassable mais pourtant inoubliable. Comme si après toutes ces années, il n'était pas encore fixé sur ce métier qu'il a embrassé sur le tard. Embrasse-la dès qu'elle revient. Quoi? Tu lui roules une grosse pelle. C'est désormais votre instant Politicard. Politicard, c'est simple. Une femme, un homme politique face à une œuvre d'art. Cette semaine, pour Reims, c'est la maire de Reims, Adeline Hazan, qui va nous parler du mythe de Sisyphe à travers l'essai d'Albert Camus rédigé en 1942. Alors j'ai choisi le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui a été pour moi une découverte, une révélation lorsque j'étais en terminale, en cours de philo. Et j'ai eu vraiment un choc sur cette œuvre. D'abord parce que je connaissais un peu, pas beaucoup, mais je connaissais un peu Albert Camus et que le personnage m'intéressait évidemment beaucoup, compte tenu de son parcours. Et puis j'ai trouvé que la réflexion philosophique sur le sens de la vie était vraiment très intéressante dans ce livre. Pour moi, cette condamnation de Sisyphe par les dieux grecs à descendre le rocher du haut en bas, de recommencer et de redescendre, et la façon dont il analyse justement cette absurdité de la vie m'a semblé vraiment intéressante, parce qu'en fait, ce qu'il dit dans ce livre, c'est que le sens de la vie, ça n'est pas le but de ce qu'on fait, mais finalement le fait de le faire. Et ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et il a une façon d'analyser quelque chose qui nous interpelle tous, c'est-à-dire l'absurdité de la vie, d'une façon très intéressante, parce que justement, il le positive en disant, dans la mythologie grecque, Sisyphe est quelqu'un de malheureux, il a été condamné par les dieux, et en fait, lui, il en fait au contraire quelqu'un qui trouve le sens de la vie par ce geste auquel il a été condamné, en disant, finalement, la vie n'a de sens que si on s'engage et que si on fait quelque chose qui a un sens en soi. Ça m'avait beaucoup frappé sa façon de classer les individus en trois catégories, c'est-à-dire ce qu'il appelle l'homme absurde, qui justement combat l'absurdité de la vie par un engagement, ou bien le suicidaire, c'est-à-dire celui qui trouve qu'il n'y a aucun sens, l'absurdité de la vie, mais finalement il la combat en se suicidant, et puis le croyant qui a un autre sens de la vie différent. Et j'aime bien justement la façon dont lui, il désigne l'homme absurde, c'est-à-dire qu'il le positive en fait. Et lui, il l'a tout à fait transcrit dans son parcours, puisque c'est un homme engagé. Il s'est engagé depuis très longtemps, très jeune. Il s'est engagé pour l'indépendance de l'Algérie. Il a été engagé dans le communisme, mais très vite il s'en est sorti et il l'a combattu justement sur l'aspect du totalitarisme. Donc c'est en plus quelqu'un d'indépendant. C'est la fin de votre émission Culture T ici à Reims. Merci de nous avoir suivis. Si vous souhaitez plus d'informations, c'est pas compliqué. Vous allez sur Facebook, sur mon profil ou celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matins, c'est ma chronique Coup de cœur bande dessinée dans Métro et sur téléloisirs.fr. On va se quitter tout en musique avec un Rémois, aujourd'hui mondialement connu, Yuxek. Ciao et à bientôt pour d'autres aventures.